quand Pierre Dubois, mécanicien au chômage de 32 ans, et père célibataire, entra dans les bureaux de Moreau Automotive avec sa fille Emma de 5 ans à la main, il savait qu'il risquait tout. Il n'avait personne pour la garder. La babysitter avait annulé au dernier moment et c'était sa dernière chance d'obtenir un emploi avant de perdre son appartement. Le directeur des ressources humaines le regarda avec mépris et lui dit que c'était une entreprise sérieuse, pas une garderie. Mais alors, la porte du bureau s'ouvrit violemment et la femme qui entra, vêtue de rouge et avec un regard qui aurait pu geler l'enfer, changea absolument tout. Car cette femme était Isabelle Moreau, la PDG milliardaire de l'entreprise, et ce qu'elle s'apprêtait à faire allait laisser tout le monde sans voix. Cette histoire prouve qu'un père aimant et une enfant innocente peuvent toucher le cœur le plus endurci. Si vous êtes prêt pour cette histoire de justice, de courage parental et d'amour inattendu, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Paris avait deux visages qui se rencontraient rarement. Il y avait le Paris des gratte-ciel de la Défense, des voitures de luxe, des dîners dans des restaurants où une bouteille de vin coûtait plus que le loyer mensuel de nombreuses familles. Et puis, il y avait l'autre Paris, celui des quartiers ouvriers, des familles qui comptaient chaque euro, des parents qui travaillaient 2 emplois et n'arrivaient toujours pas à joindre les deux bouts. Pierre Dubois connaissait trop bien ce second visage. 32 ans, des mains calleuses à force de travailler sur des moteurs depuis ses 16 ans, des yeux sombres qui avaient vu trop de luttes en peu de temps. Il avait grandi à Belleville, fils d'un mécanicien qui lui avait tout appris avant de mourir d'une crise cardiaque quand Pierre avait 20 ans. Il avait hérité du petit garage de son père, l'avait fait fonctionner pendant une décennie avec du travail acharné et de l'honnêteté jusqu'à ce que la crise arrive. Les grandes chaînes d'ateliers avaient dévoré les petites entreprises familiales une par une. Les clients préféraient les prix bas des chaînes, même si le travail était médiocre. Le garage Dubois avait tenu plus longtemps que la plupart, mais à la fin, les dettes l'avaient écrasé. Il y a 3 mois, Pierre avait dû fermer les portes de l'atelier que son père avait construit de ses propres mains. Ça avait été le jour le plus difficile de sa vie. Du moins, c'est ce qu'il pensait, jusqu'au lendemain. Car un jour après la fermeture du garage, sa femme Amélie lui avait dit qu'elle partait. Elle ne pouvait plus, avait-elle expliqué. Elle ne pouvait plus vivre comme ça, à compter chaque centime, à s'inquiéter pour les factures, à voir ses rêves se flétrir un par un. Elle avait rencontré quelqu'un, un homme avec un bon travail et un avenir stable. Elle fit ses valises et ne reviendrait pas. La seule chose qu'elle ne prit pas, c'était Emma. Pierre se souvenait encore de cette conversation, si on pouvait l'appeler ainsi. Amélie debout à la porte avec ses valises, expliquant qu'un enfant de 5 ans ne rentrait pas dans sa nouvelle vie, que Pierre avait toujours été le parent le plus présent de toute façon, qu'Emma serait mieux avec lui. Et puis elle était partie, laissant derrière elle un homme brisé et un enfant qui demandait chaque soir quand maman reviendrait. C'était il y a 3 mois. 3 mois de recherche d'emploi sans succès, à épuiser les maigres économies, à trouver des excuses pour Emma pour expliquer pourquoi il ne pouvait plus acheter de glace ou aller au parc d'attractions. Et maintenant, il était là, dans le hall de Moreau Automotive, la plus grande entreprise automobile de France, sa file à la main parce que la voisine, qui avait promis de la garder, avait appelé ce matin pour annuler. Sa mère était malade, avait-elle expliqué en s'excusant. Pierre comprenait. Bien sûr qu'il comprenait. Mais cela ne changeait rien au fait qu'il avait un entretien d'embauche dans 2 heures et personne pour garder Emma. Il avait pensé à annuler. Il avait pensé à appeler pour demander un autre rendez-vous, mais il savait qu'il n'y aurait pas d'autre chance. Moreau Automotive recevait des centaines de candidatures pour chaque poste. Et il n'avait été invité à un entretien que parce qu'un ancien client, maintenant responsable de maintenance de l'entreprise, avait dit du bien de lui. S'il annulait, son nom irait directement à la poubelle. Alors, il avait habillé Emma de sa plus belle robe jaune, avait soigneusement peigné ses boucles blondes, lui avait expliqué que papa avait un rendez-vous très important et qu'elle devait être très sage et très silencieuse. Emma avait hoché la tête avec le sérieux que seuls les petits-enfants peuvent ne montrer quand ils veulent aider leurs parents. Maintenant, ils étaient dans l'ascenseur,
montant au 12e étage, où le destin de Pierre serait décidé dans les prochaines minutes. La réceptionniste du 12e étage les regarda avec un mélange de surprise et de désapprobation quand ils sortirent de l'ascenseur. Pierre portait sa meilleure chemise, celle qu'il gardait pour les occasions spéciales, et Emma portait sa robe jaune aux fleurs brodées que sa grand-mère lui avait offerte avant de mourir. Mais il était évident qu'il ne s'intégrait pas dans cet environnement de costumes coûteux et de mobilier minimaliste. Pierre donna son nom et expliqua qu'il avait un entretien avec M. Leclerc des ressources humaines. La réceptionniste tapa quelque chose dans son ordinateur, fronça les sourcils et leur dit d'attendre dans la zone d'attente. Elle n'offrit ni horacier ni café comme elle le faisait sûrement avec les autres candidats. Elle retourna simplement à son travail et les ignora. La zone d'attente était élégante, mais froide. Fauteuils en cuir noir, magazines économiques, un écran sur une table de verre diffusant silencieusement les actualités financières. Emma s'assit à côté de son père, ses jambes se balançant sans toucher le sol, observant tout avec la curiosité infinie des enfants. Il y avait d'autres candidats qui attendaient. Un jeune homme en costume qui coûtait probablement plus que toute la garde-robe de Pierre, une femme avec un sac en cuir et une expression d'absolue confiance. Tous deux regardèrent tante Pierre et Emma avec un mélange de curiosité et de condescendance. Le message était clair. Ils n'avaient pas leur place ici. Les minutes passèrent. Les autres candidats furent appelés un par un, entrèrent dans le bureau de M. Leclerc, en sortirent avec des expressions allant de l'espoir à la déception. Pierre attendait avec Emma qui commençait à devenir agitée. Il lui avait apporté un carnet et des crayons de couleur et la petite fille dessinait avec concentration. Mais de temps en temps, elle levait les yeux et demandait en chuchotant combien de temps il restait, si papa était nerveux, s'il pourrait aller manger quelque chose après. Pierre répondait avec des sourires et des promesses, tandis qu'il sentait le nœud dans son estomac grandir à chaque minute qui passait. Finalement, il fut appelé. Pierre prit Emma par la main, rassembla son dossier de documents et se dirigea vers le bureau avec toute la dignité qu'il pouvait rassembler. Monsieur Leclerc était exactement ce à quoi Pierre s'attendait. La cinquantaine, costume gris impeccable, cravate en soie, l'expression de quelqu'un qui avait vu des milliers de candidats et n'avait été impressionné par aucun. Il était assis derrière un énorme bureau, feuilletant des papiers, avec une impatience à peine dissimulée. Quand Pierre entra avec Emma, M. Leclerc leva les yeux et son expression changea en moins d'une seconde, passant de l'indifférence au dégoût. Il ne dit rien pendant un long moment. Il regarda juste la petite fille, puis Pierre, puis encore la petite fille. Finalement, il parla, et ses mots furent comme des couteaux. « Est-ce que c'est une plaisanterie ?» demanda-t-il. « Monsieur, » Pierre essaya de garder sa voix stable. « Pensez-vous vraiment que vous pouvez venir à un entretien d'embauche dans une entreprise sérieuse avec un enfant dans les bras? » La voix de Leclerc montait. « Pensez-vous que c'est ainsi que vous gérez vos responsabilités professionnelles? Traînez votre fille partout comme si c'était un accessoire? » Pierre essaya d'expliquer. Il parla de la baby-sitter qui avait annulé, de l'absence de famille proche, de combien il avait besoin de ce travail. Mais M. Leclerc l'interrompit d'un geste de la main. Quelqu'un qui ne peut même pas organiser quelque chose d'aussi basique que la garde d'enfants pour un simple entretien d'embauche n'a manifestement pas les capacités organisationnelles dont cette entreprise a besoin, dit-il d'un ton glacial. Morrow Automotive est une entreprise sérieuse, pas une garderie. Vous faites perdre mon temps. Puis il lui ordonna de partir. Pierre sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Il regarda Emma, qui l'observait avec de grands yeux, ne comprenant pas tout à fait ce qui se passait, mais sentant la tension, le rejet, l'humiliation. Quelque chose se brisa en lui. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, avant qu'il puisse prendre sa fille et partir avec ce qu'il lui restait de dignité, la porte du bureau fut ouverte violemment. Isabelle Moreau avait 38 ans et une réputation qui la précédait partout.
Héritière de Moreau, automotive. Elle avait pris les rênes de l'entreprise familiale à 25 ans après la mort de son père et l'avait transformée d'une entreprise nationale moyenne en un empire européen présent dans 15 pays. Les journaux l'appelaient la Reine de glace, un surnom qu'elle détestait, mais qui reflétait sa façon de faire des affaires. Directe, impitoyable, sans place pour la faiblesse. Elle portait du rouge ce matin-là, comme toujours quand elle avait des réunions importantes. Une robe élégante qui établissait sa position sans mots, des talons qui la faisaient paraître plus grande qu'elle ne l'était, ses cheveux noirs tirés en un chignon parfait. Tout en elle criait pouvoir, contrôle, succès. Mais ce que personne ne savait, ce que les articles dans les magazines économiques ne mentionnaient jamais, c'était le prix qu'Isabelle avait payé pour ce succès. À 30 ans, elle avait fait une fausse couche dont les médecins avaient dit qu'elle serait probablement la seule grossesse qu'elle pourrait concevoir. À 33 ans, son mari avait demandé le divorce après 8 ans de mariage parce qu'elle travaillait trop, n'était jamais à la maison parce qu'il voulait une épouse et avait découvert qu'il avait épousé une entreprise. À 37 ans, sa mère était morte d'un cancer et Isabelle avait passé les derniers mois de sa vie entre les hôpitaux et les avions, essayant d'être présente tandis que son empire continuait d'exiger son attention. Maintenant, elle avait 38 ans, une fortune de plusieurs milliards d'euros et personne avec qui la partager. Elle vivait dans un penthouse de luxe dans le 16e arrondissement qui se sentait comme un mausolée. Elle dînait seule la plupart des soirs quand elle pensait à manger et parfois, dans les nuits les plus sombres, elle se demandait si tout cela en avait valu la peine. Ce matin-là, elle était arrivée au bureau tôt, comme toujours. Elle était passée par le département des ressources humaines pour vérifier les embauches du trimestre. Une de ses habitudes pour rester connectée à tous les niveaux de l'entreprise. Et elle avait entendu des voix venant du bureau de M. Leclerc. Au début, elle n'avait pas fait attention. Les entretiens d'embauche n'étaient pas sa responsabilité. Elle déléguait ses tâches depuis des années. Mais alors elle avait entendu le ton de M. Leclerc, ce ton de mépris qu'elle ne connaissait que trop bien. Et elle avait entendu autre chose. La voix d'un enfant. Elle était allée à la porte entr'ouverte et avait vu la scène. Un homme en vêtements modestes mais propres, le dos tendu, les poings serrés. Une petite fille en robe jaune qui regardait son père avec inquiétude. Et Leclerc, son directeur des ressources humaines, humiliant les deux avec des mots qui lui glaçaient le sang. Isabelle avait ouvert la porte brutalement, sans réfléchir, sans calculer, poussée par une impulsion qu'elle se permettait rarement. Et ce qu'elle vit en entrant la rendit plus furieuse qu'elle ne l'avait été depuis des années. Leclerc se leva d'un bond, le visage pâle, balbutiant quelque chose sur les procédures et les politiques d'entreprise, mais Isabelle le fit taire d'un regard. Puis, elle se tourna vers Pierre et Emma. L'homme la regardait avec un mélange de confusion et d'espoir, ne sachant manifestement pas qui elle était. La petite fille la regardait avec la curiosité non filtrée des enfants, sans peur, sans jugement. Isabelle se baissa jusqu'à être à la hauteur des yeux d'Emma. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle avec une douceur dans la voix qui surprit même elle. Emma répondit timidement, mais sans peur, et quand Isabelle demanda si elle aimait dessiner, la petite fille hocha la tête et lui montra le carnet qu'elle portait avec elle, plein de voitures et de fleurs et de formes que seuls les yeux d'enfant peuvent créer. Et alors Isabelle fit quelque chose qui laissa tout le monde dans la pièce sans voix. Isabelle se redressa et regarda Leclerc avec une froideur qui aurait pu geler le soleil. « Vous êtes viré », dit-elle avec la même désinvolture qu'elle aurait commandé un café. « Madame Moreau, Leclerc tenta de protester. Une entreprise qui rejette un père parce qu'il aime assez sa fille pour ne pas la laisser seule n'est pas une entreprise que je veux diriger, coupa Isabelle. Faites vos valises et quittez le bâtiment dans l'heure. Leclerc essaya de protester, essaya d'expliquer, essaya d'invoquer les politiques et les procédures et les années de service. Mais Isabelle le coupa d'un geste. Sa décision était finale. Il pouvait partir volontairement ou elle appellerait la sécurité pour l'escorter dehors. Le choix lui appartenait.
Quand Leclerc quitta le bureau, traînant les pieds comme un homme battu, Isabelle se tourna vers Pierre. « Votre nom » demanda-t-elle. Pierre était abasourdi, mais il répondit. Elle lui demanda de parler de son expérience, demanda pourquoi il voulait travailler chez Moreau Automotive. Pierre répondit. Il parla du garage de son père, des 20 années de travail sur des moteurs, de sa connaissance de tout type de véhicules, des voitures anciennes aux modèles les plus modernes. Il parla avec passion, avec expertise, avec la confiance de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Emma avait trouvé un coin du bureau et dessinait tranquillement, inconsciente des conséquences de ce qu'elle venait de vivre. Isabelle écouta attentivement. Elle posa des questions techniques qui révélèrent une connaissance surprenante du métier pour quelqu'un qui était supposé s'occuper seulement des finances. Pierre répondit à toutes, l'impressionnant avec chaque réponse. Quand ils eurent fini, Isabelle prit une décision. Elle n'offrit pas à Pierre le poste pour lequel il était venu postuler, un travail de base dans l'atelier de maintenance, mais quelque chose de beaucoup plus grand. Elle lui proposa de diriger un nouveau projet qu'elle développait, un programme de restauration de voitures anciennes que l'entreprise voulait lancer sur le marché comme ligne premium. Elle avait besoin de quelqu'un avec une vraie expérience, avec une passion pour les vieux moteurs, avec la capacité de construire une équipe de zéro. Pierre n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Il essaya de protester, de dire qu'il n'avait pas l'expérience commerciale nécessaire, qu'il avait à peine dirigé son petit garage. Mais Isabelle l'interrompit. Elle lui dit que l'expérience commerciale pouvait s'apprendre, mais que la passion ne pouvait pas s'enseigner, et qu'elle voyait de la passion dans ses yeux quand il parlait de moteur. « Il y a une condition », ajouta-t-elle. L'entreprise avait une garderie pour les enfants des employés, mais elle fonctionnait avec des horaires stricts. Pour un poste de direction comme celui qu'elle lui offrait, les heures de travail seraient flexibles mais exigeantes. Elle devait savoir s'il pouvait gérer cela. Pierre pensa à Emma, aux nuits qu'il devrait travailler, aux sacrifices qu'il devrait faire. Mais il pensa aussi à l'avenir qu'il pourrait construire pour elle, aux opportunités que ce travail pourrait leur ouvrir. Et il accepta. Isabelle sourit, le premier vrai sourire que Pierre avait vu chez elle. « Vous commencerez lundi, dit-elle. Ma secrétaire vous enverra les détails du contrat, et j'attends de grandes choses de vous. » Avant qu'il ne parte, Emma s'approcha d'Isabelle avec son carnet. Elle lui montra un dessin qu'elle venait de faire, une femme en rouge avec un énorme sourire, entourée de voitures colorées. Isabelle prit le dessin avec des mains légèrement tremblantes, et pendant un moment, juste un moment, ses yeux se mouillèrent. Elle remercia Emma avec une solennité que la petite fille ne pouvait pas comprendre mais qu'elle appréciait manifestement. Et quand Pierre et sa fille quittèrent le bureau, Isabelle resta seule, fixant le dessin, se demandant quand était la dernière fois que quelqu'un lui avait offert quelque chose d'aussi précieux. Les mois suivants furent une transformation pour tous. Pierre commença son nouveau travail avec une détermination qui impressionna tout le monde dans l'entreprise. Le projet de restauration de voitures anciennes, que beaucoup avaient considéré comme un caprice de la PDG, commença à prendre forme sous sa direction. Il recruta des mécaniciens expérimentés qui, comme lui, avaient été évincés du marché par les grandes chaînes. Il leur donna une seconde chance, et ils lui rendirent loyauté et travail exceptionnels. La première voiture restaurée fut une Citroën 2CV de 1967, le même modèle que le père de Pierre avait eu quand il était jeune. Ils travaillèrent 3 mois dessus, restaurant chaque pièce d'origine, ramenant à la vie un morceau d'histoire française. Quand ils la présentèrent au Salon Rétromobile de Paris, les offres d'achat affluèrent. Le projet était passé d'une idée risquée à une ligne commerciale profitable. Isabelle observait tout depuis la distance, comme elle le faisait avec tous les départements de son entreprise. Mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont elle suivait les progrès de Pierre. Elle lisait chaque rapport plus attentivement que nécessaire, trouvait des excuses pour visiter l'atelier de restauration, s'arrêtait pour observer le travail avec un intérêt qui dépassait le professionnel. Et il y avait Emma.
La petite fille s'était épanouie dans la garderie de l'entreprise, avait trouvé des amis pour la première fois depuis que sa mère était partie. Mais elle avait une habitude que le personnel de la garderie trouvait adorable. Chaque fois qu'elle voyait Isabelle passer dans le couloir, elle courait vers elle pour la saluer d'un câlin. Isabelle, la PDG redoutée qui faisait trembler les cadres d'un regard, se baissait chaque fois pour recevoir ce câlin, et personne qui voyait cela ne pouvait croire que c'était la même personne. Les rumeurs commencèrent à circuler, comme elles le font toujours dans les grandes entreprises. On disait que la PDG avait un intérêt particulier pour le nouveau directeur du projet Vintage. On disait qu'on les avait vus ensemble à la cantine à déjeuner, quelque chose qu'Isabelle ne faisait jamais avec un employé. On disait qu'il se passait quelque chose entre eux. La vérité était plus compliquée et plus simple à la fois. Pierre et Isabelle avaient commencé à passer du temps ensemble. Oui, au début, c'était des réunions de travail, des révisions de projets, des discussions sur les budgets et les stratégies. Mais peu à peu, les conversations avaient dérivé vers des domaines plus personnels. Il lui parla d'Amélie, de la trahison, des nuits où Emma demandait après sa mère et il ne savait pas quoi dire. Elle lui parla de la fausse couche, du divorce, de la solitude que personne n'attendait chez quelqu'un d'aussi prospère. Deux personnes brisées qui se reconnaissaient, deux solitudes qui trouvaient du réconfort dans la compagnie de l'autre, deux cœurs qui avaient oublié comment battre et qui commençaient à s'en souvenir. Mais Isabelle avait peur. Peur de ce que les gens diraient, de l'impact sur l'entreprise, de se livrer à nouveau à quelqu'un qui pourrait la quitter. Et Pierre avait peur aussi. Peur de ne pas être assez bien pour une femme comme elle, qu'Emma souffre si les choses tournaient mal, de risquer tout ce qu'il avait construit. Alors ils gardaient leur distance, professionnels en public, amis en privé, et quelque chose de plus qu'aucun des deux n'osait nommer. Jusqu'au jour où Emma changea tout. C'était l'anniversaire d'Emma. 6 ans, un nombre très important selon elle, parce qu'elle pouvait maintenant compter avec les doigts d'une main plus 1. Pierre avait organisé une petite fête au jardin du Luxembourg avec quelques enfants de la garderie et leurs parents, un gâteau fait maison qui avait tourné un peu de travers et des ballons de toutes les couleurs. Isabelle n'était pas invitée. Ou plutôt, Pierre n'avait pas osé l'inviter, ne sachant pas comment le faire sans que cela ressemble à quelque chose que ce n'était pas, ou peut-être sans admettre qu'il voulait que ce soit exactement cela. Mais Emma avait d'autres plans. Ce matin-là, à l'insu de son père, elle avait appelé la secrétaire d'Isabelle en utilisant le téléphone du bureau de Pierre. Avec la ruse des enfants qui savent exactement comment obtenir ce qu'ils veulent, elle avait demandé à dire à Madame Isabelle qu'elle était invitée à son anniversaire, qu'il y aurait du gâteau et des ballons, et qu'elle vienne, s'il vous plaît, parce qu'elle serait très heureuse. Isabelle reçut le message avec un sourire que sa secrétaire jura n'avoir jamais vu auparavant. Et à 17 heures, alors que la fête battait son plein, elle apparut dans le parc avec un cadeau emballé dans du papier doré et une expression de vulnérabilité que personne dans son entreprise n'aurait reconnue. Pierre la vit arriver et sentit son cœur s'arrêter. Il ne savait pas comment elle était arrivée là, ne savait pas ce que cela signifiait qu'elle soit venue. Mais quand leurs yeux se rencontrèrent à travers le parc, quelque chose se produisit entre eux qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Emma courut vers Isabelle, les bras ouverts, criant de joie. Isabelle la prit dans ses bras, la fit tournoyer pendant qu'elles riaient toutes les deux. Et en ce moment, Pierre sut qu'il était perdu, perdu de la plus belle façon possible. La fête continua avec Isabelle, qui semblait naturellement en faire partie. Les autres parents la regardaient curieusement, reconnaissant peut-être son visage dans les journaux, mais elle ne semblait pas le remarquer. Elle était trop occupée à jouer avec les enfants, à aider à servir le gâteau, à écouter les histoires sans fin qu'Emma lui racontait sur l'école et ses amis. Quand le soleil commença à se coucher et que les invités prirent congé, il ne resta que tous les trois. Pierre, Isabelle et Emma, assis sur un banc dans le parc, regardant les lumières de Paris s'allumer une par une. Emma, avec la sagesse inexplicable des enfants, demanda à Isabelle si elle voulait être son amie spéciale. Elle expliqua que papa avait besoin d'une amie spéciale parce qu'il était parfois triste
et qu'elle pensait qu'Isabelle serait parfaite parce qu'elle faisait beaucoup sourire papa. Isabelle regarda Pierre et il la regarda. Et en ce moment, toutes les peurs, tous les doutes, tous les murs qu'ils avaient construits s'écroulèrent. « Oui, » murmura Isabelle, ses yeux ne quittant jamais ceux de Pierre. « J'aimerais beaucoup être votre amie spéciale. » Emma applaudit de joie et courut vers les balançoires, les laissant seuls sur le banc. « Emma a appelé votre secrétaire, » dit Pierre doucement. « Je sais, » répondit Isabelle. « Votre fille est très persuasive. Elle vous aime beaucoup. Et moi je l'aime, plus que je ne pensais possible. » Ils restèrent silencieux un moment, regardant Emma jouer. « J'ai peur, » dit finalement Isabelle. « De quoi? » « De tout. De ce que les gens vont dire, de l'impact sur l'entreprise, de me tromper encore. » Elle marqua une pause. « De vous aimer et de vous perdre. » Pierre prit sa main. « Je ne vais nulle part. »« Comment pouvez-vous en être sûr? » « Parce que j'ai déjà perdu assez de choses importantes dans ma vie. Je ne vais pas laisser partir la plus importante. » Isabelle sentit les larmes monter à ses yeux. « Et si je ne suis pas assez bien? Et si je ne sais pas comment être normal? » Pierre rit doucement. « Isabelle, vous avez passé l'après-midi à jouer avec des enfants dans un parc public, à manger du gâteau fait maison et à chanter joyeux anniversaire faux. Si ce n'est pas normal, je ne sais pas ce qu'il est. Mais l'entreprise survivra. Elle a survécu avant vous. Elle survivra avec vous amoureuses. Et Emma? Emma vous adore déjà. Et moi? » Il s'arrêta rassemblant son courage. « Moi aussi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air du soir. Isabelle les regarda, cet homme qui avait fait irruption dans sa vie avec sa fille et son honnêteté brutale, qui l'avait fait se sentir humaine pour la première fois depuis des années. « Moi aussi, » chuchota-t-elle. Et quand il l'embrassa, là sur ce banc dans le parc avec Emma qui riait sur les balançoires, Isabelle sut qu'elle était enfin chez elle. Les mois suivants ne furent pas faciles. Les tabloïds s'emparèrent de l'histoire quand leur relation devint publique. « La reine de glace fond pour un mécanicien », titrait un journal. « De Cendrillon au masculin », disait un autre. Mais Isabelle découvrit qu'elle s'en fichait. Pour la première fois de sa vie, elle avait quelque chose qui valait plus que son image publique. Le projet de restauration de Pierre devint l'une des divisions les plus profitables de l'entreprise. Son équipe grandit, leur réputation s'étendit, et les commandes affluèrent de toute l'Europe. Emma s'épanouit avec 2 parents qui l'aimaient. Elle devint la mascotte non officielle de Moro Automotive, courant dans les bureaux comme si elle en était propriétaire, ce qui, d'une certaine manière, était vrai. Et Isabelle apprit à vivre. Vraiment vivre. Elle apprit à partir du bureau avant 20 heures, à prendre des week-ends, à rire aux blagues de Pierre et aux histoires d'Emma. Elle apprit qu'être vulnérable n'était pas faible, que l'amour n'était pas une distraction, que la famille n'était pas un luxe qu'elle ne pouvait pas s'offrir. 1 an après ce premier entretien d'embauche catastrophique, Pierre demanda Isabelle en mariage. Pas dans un restaurant chic ou sur une plage exotique, mais dans leur garage à la maison, entouré des projets de restauration de Pierre et des dessins d'Emma. « Nous sommes déjà une famille, » dit-il en s'agenouillant avec la bague. « Je veux juste que ce soit officiel. » Isabelle dit oui à travers ses larmes, et Emma applaudit et demanda si elle pourrait porter la robe de demoiselle d'honneur rose qu'elle avait vue dans un magasin. Le mariage fut petit, intime. Juste la famille proche, des amis proches et une petite fille de 6 ans qui prit son rôle de porteuse d'alliance très au sérieux. Dans le bureau d'Isabelle, encadré sur son mur, il y avait 2 dessins. Le premier était celui qu'Emma lui avait donné ce premier jour, la femme en rouge entourée de voitures. Le second était nouveau, fait pour le mariage, une famille de 3 personnages se tenant par la main avec des cœurs au-dessus de leur tête et un soleil souriant dans le ciel. Car parfois, la famille n'est pas celle qu'on reçoit, mais celle qu'on choisit. Parfois, l'amour arrive déguisé en entretien d'embauche raté. Et parfois, juste parfois, les fins heureuses sont possibles pour ceux qui ont le courage de les accepter.
Pierre était entré dans ce bureau pour chercher un travail. Il avait trouvé une vie. 3 ans plus tard, un petit garçon de 2 ans aux cheveux noirs comme sa mère et aux yeux malicieux comme son père courait dans les couloirs de Moreau Automotive, poursuivi par Emma qui riait. Louis Dubois-Moreau était l'enfant que les médecins avaient dit qu'Isabelle ne pourrait jamais avoir. Un miracle, avait-il dit, chose qui arrive une fois sur 1 million. Peut-être, avait répondu Isabelle en tenant son fils pour la première fois. Mais j'ai déjà eu mon miracle le jour où Emma m'a donné son premier dessin. L'entreprise prospérait sous la direction conjointe d'Isabelle et Pierre. Elle gérait les finances et la stratégie. Ils dirigeaient les opérations et l'innovation. Leur division de restauration était devenue si célèbre que des collectionneurs du monde entier faisaient tant la queue pour leurs services. Emma, maintenant 8 ans, avait son propre petit bureau dans l'atelier de son père où elle dessinait ses propres designs de voitures. Un jour, disait-elle avec la confiance absolue de l'enfance, je dirigerai cette entreprise avec Louis. Isabelle et Pierre échangeaient des sourires quand elle disait cela, sachant qu'elle en était parfaitement capable. Le bureau de Leclerc, l'ancien directeur des ressources humaines, était maintenant occupé par Marie Dubois, la sœur de Pierre, qui dirigeait un programme révolutionnaire d'inclusion pour les parents célibataires et les familles en difficulté. Personne ne devrait jamais avoir à choisir entre nourrir sa famille et garder sa dignité, disait-elle souvent. Dans la salle de conférence principale de l'entreprise, il y avait un nouveau tableau. Non pas un graphique de profit ou une stratégie marketing, mais le dessin original d'Emma encadré sous vert. Une femme en rouge, entourée de voitures colorées, avec une plaque en dessous qui disait « Parfois les plus grandes décisions d'affaires viennent du cœur ». Les employés nouveaux demandaient toujours l'histoire de ce dessin, et ils recevaient toujours la même réponse. C'est le rappel que nous sommes une famille avant d'être une entreprise. Par un dimanche après-midi ensoleillé, la famille Dubois-Moreau était dans leur garage privé. Pierre travaillait sur une Renault 4L de 1975, Emma aidait en lui passant les outils. Louis babillait dans son siège bébé et Isabelle regardait tout cela avec un sourire. « Tu sais, dit-elle à Pierre, parfois je me demande ce qui serait arrivé si Leclerc t'avait donné le travail ce jour-là. » Pierre leva les yeux de sous le capot, un sourire taquin sur le visage. « Tu veux dire, si tu n'avais pas fait ton entrée dramatique en rouge? » « Mon entrée n'était pas dramatique, protesta Isabelle. « Maman, dit Emma en levant les yeux de ses dessins, papa m'a dit que tu as viré M. Leclerc en moins de 5 minutes. »« 3 minutes, corrigea Pierre. J'ai chronométré. » Isabelle rit. « Bon, peut-être que c'était un peu dramatique. »« Un peu? » Pierre sortit de sous la voiture et l'embrassa. « Ma chérie, tu as changé 3 vies en 3 minutes. Si ce n'est pas dramatique, je ne sais pas ce qu'il l'est. »« Papa a raison, dit Emma. Et vous savez quoi? Je suis contente que M. Leclerc ait été méchante avec nous. »« Pourquoi? » demanda Isabelle, surprise. « Parce que sinon, tu ne serais pas entrée dans ce bureau et tu ne serais pas devenue ma maman. » Emma avait raison, comme les enfants le sont souvent. Parfois, les pires moments de nos vies sont en réalité les portes vers les meilleurs. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Pierre et Isabelle s'assirent sur leur terrasse, regardant les étoiles au-dessus de Paris. « Des regrets? » demanda Pierre. Isabelle pensa à sa vie d'avant. L'empire solitaire, les dîners d'affaires froids, les nuits vides dans son penthouse. « Juste un, dit-elle. Lequel? » Je regrette qu'il ait fallu si longtemps pour qu'une petite fille en robe jaune me montre ce qui était vraiment important. Pierre lui prit la main. Elle était juste le messager. Tu étais prête à écouter. À l'intérieur, il pouvait entendre Louis qui babillait dans son sommeil et Emma qui chuchotait à ses poupées. Les sons d'une famille, d'un foyer, d'un amour qui avait grandi à partir de la chose la plus improbable, un entretien d'embauche raté. Car parfois, échouer dans une chose nous mène exactement où nous devions être. L'histoire de Pierre et Isabelle nous enseigne que les miracles arrivent souvent déguisés en catastrophes. Ce père célibataire humilié, lors d'un entretien d'embauche, a découvert qu'être au plus bas peut parfois être le tremplin vers le plus haut.
Isabelle, la PDG solitaire derrière ses murs de glace, a appris qu'un cœur d'enfant peut briser les barrières les plus solides. Emma, avec sa sagesse de 5 ans, nous rappelle que l'amour véritable se reconnaît instantanément et que la famille se choisit autant qu'elle se reçoit. Leur histoire prouve que la justice existe encore dans ce monde, que la compassion triomphe de la cruauté et que parfois, il suffit d'une personne courageuse pour changer 3 vies. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a donné foi en la bonté humaine et dites-nous dans les commentaires. Croyez-vous que les épreuves peuvent devenir nos plus grandes bénédictions? Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent le triomphe de l'amour sur l'injustice.